Mais merci de nous retrouver. Emmanuel Macron et la rue, le match retour. On parle bien sûr de ce jeudi que certains annoncent noir, d'autres gris clair, d'autres gris foncé. Que va-t-il se passer? La protestation, cette fois, peut-elle l'emporter face à Emmanuel Macron? On en parle avec Olivier Grégoire. Bonsoir Olivier Grégoire. Bonsoir. Vous êtes une des voix remarquées de cette nouvelle Assemblée, député LREM de Paris, porte-parole du groupe et membre de la commission des finances. Bonsoir Bernadette Groison. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la FSU qui sera dans la rue, qui sera en grève, qui appelle à la grève demain du côté des enseignants. Philippe Val est resté avec nous. Rebonsoir Philippe Val, ancien directeur de la publication de Charlie Hebdo et journaliste. Et bonsoir à vous Fanny Guinochet. Vous suivez particulièrement ces questions sociales et vous avez publié il y a 2 ou 3 jours dans l'Opinion, votre journal, cet article, la réforme de la SNCF et la protestation contre cette réforme est un test de leadership pour Martinez. C'est l'autre enjeu aussi de cette journée de demain et des journées qui vont suivre, pas seulement pour le gouvernement, mais pour les syndicats qui jouent gros, et en particulier pour la CGT et la stratégie de Philippe Martinez. Avant de vous entendre les uns et les autres, que va-t-il se passer précisément demain? À quoi faut-il s'attendre en termes de perturbations? Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. D'abord, les transports. Jeudi gris foncé, jeudi noir. Jeudi noir, à la SNCF, les cheminots se mobilisent. On attend 25 000 manifestants demain, presque un cheminot sur 5. Conséquence, d'après le PDG de la SNCF, seuls 25% des trains intercités devraient rouler demain, 30% des trains en Ile-de-France, 40% des TGV et 50% des TER. Grève aussi à la RATP, même s'ils ne sont pas directement concernés par la réforme. 3 syndicats sur 4 appellent à la grève par solidarité avec la SNCF. Alors dans le métro, le bus et le tram, le trafic sera quasiment normal. En revanche, dans le RER A et le RER B, pour la partie opérée par la RATP, on attend 3 trains sur 4 en moyenne. Grève sur terre, mais aussi dans les airs. Les contrôleurs aériens protestent contre le manque d'effectifs. À Roissy, Orly et Beauvais, 30% des vols devraient être annulés. Et 11 syndicats d'Air France aussi appellent à la grève. Ce sera pour vendredi. Ils réclament une augmentation des salaires de 6%. Un vol sur 4 pourrait donc être annulé d'après la direction. Mais a priori, ça ne concernera pas les longs courriers. Et puis les agents des transports ne seront pas les seuls dans la rue demain. Les fonctionnaires, eux aussi, battront le pavé. Soulignons qu'à la base, c'était leur grande journée de mobilisation. Des fonctionnaires qui protestent contre le gel du point d'indice de leur salaire, contre l'abrogation du jour de carence et contre la suppression de 120 000 postes d'ici la fin du quinquennat. Dans la fonction publique, ce sera donc là aussi un jeudi noir. Alors, premier corps de métier concerné, eh bien, ce sont les enseignants. La grève sera particulièrement suivie dans le premier degré, à l'école maternelle et au primaire, avec un enseignant sur 4 en grève. Grève aussi dans le second degré, dans les crèches. Enfin, les syndicats lycéens et étudiants protestent contre la réforme du bac et de l'université. Deuxième foyer de contestation, eh bien, ce sera le personnel de santé. Infirmières, aides-soignants, agents administratifs ou encore médecins hospitaliers, eh bien, ils comptent protester contre le malaise dans les hôpitaux publics. Ils dénoncent aussi les économies prévues par le gouvernement, 1,6 milliard d'euros en 2018. Mais rassurez-vous, dans les hôpitaux, pas de perturbation majeure. Le service minimum sera assuré. Autres exemples, autres grèves à prévoir, eh bien, ce sera par exemple les tribunaux qui vont tourner au ralenti. Et puis beaucoup de services publics seront impactés. Par exemple, la collecte des déchets à Paris. Les agents de nettoyage, eux aussi, comptent se mettre en grève. Ouais, on ira rencontrer le personnel hospitalier tout à l'heure. Merci Jennifer. Je me tourne vers vous d'abord, Bernadette Groison. Je vous voyais sourire au moment où Jennifer a dit initialement c'était la journée des fonctionnaires et puis c'est greffé en quelque sorte le conflit à la SNCF et les manifestations aussi de la SNCF et des autres professions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, ce début d'agrégation autour de cette journée de demain ? Je ne sais pas, on verra demain et on verra surtout dans les jours qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que d'une part, si on se retrouve la SNCF, Air France, la RATP et donc la fonction publique, puisqu'à l'origine c'est parti d'une décision de l'intersyndicale fonction publique d'appeler à la grève le 22 mars, effectivement, c'est parce qu'il y a une remise en cause globale aujourd'hui du service public. Et on voit bien qu'il y a un projet gouvernemental, qu'il s'agisse des services publics comme de
de la fonction publique qui ne va pas, à notre sens, dans le bon sens, puisqu'on est sur moins de services publics, sur des réductions d'effectifs, des remises en cause de statut. Et donc, ce n'est pas un hasard si on se retrouve tous demain. Et pour donc, vous, l'union fait la force? Alors, ça va permettre demain, en tout cas, je l'espère, de poser au moins ce débat, et votre émission le prouve, sur aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème ou pas avec les services publics? De quelle nature est-il? Quelles sont les questions qui se posent? Qu'est-ce qu'on doit traiter comme éventuel dysfonctionnement? Là, vous euphémisez, comme défi Bernadette à Broison. relever. Ça va bien au-delà. On sent qu'il y a une épreuve de force qui s'engage. Mais il y a et une donc épreuve- demain est la et- première étape. Et il y a une épreuve de force. C'était mon deuxième point, parce que je commençais par peut-être que cette journée va permettre enfin de parler des services publics dans ce pays, puisqu'on se retrouve beaucoup de services publics demain dans l'action. Et il y a l'épreuve de force, parce que si on parle de la fonction publique, parlons-en, parce qu'il faut aussi qu'on parle chacun de nos revendications. On a quand même commencé très mal ce quinquennat. Emmanuel Macron arrive, premières mesures qui sont prises il y a bientôt un an. Blocage des salaires avec le gel du point d'indice, rétablissement de la journée de carence, l'annonce des 120 000 suppressions de postes, on nous gèle un protocole d'avancement de nos carrières et maintenant on nous parle d'ouverture de chantiers qui vont être une remise en cause du concours, salaire au mérite, du statut. Bon, et donc, Pour le dire et court. donc, Statut au sens large du terme. et donc, depuis un an, nous alertons ce gouvernement en disant attention, ligne rouge, stigmatisation des fonctionnaires, ça ne correspond pas à ce dont on a besoin. On a besoin d'emploi, on a besoin de qualification, de formation. Pas moyen d'arriver à discuter aussi sur les propositions des organisations. Olivier Grégoire va vous répondre, Donc, mais blocage. est-ce que Donc, vous blocage. pensez que vous pouvez gagner? Mais écoutez, quand on fait des journées d'action et qu'on appelle à la grève, c'est pas pour le plaisir et comme ça pour se dire on va faire une petite démonstration et puis après on retourne gentiment dans nos services. C'est parce qu'on veut imposer au gouvernement la nécessité à discuter et à discuter aussi de nos propositions. Donc Oui. évidemment que j'espère bien qu'on va gagner. J'espère que demain, j'espère deux choses. Moi je vous dis, et je parle aussi à Mme Grégoire, j'espère que demain soir, Emmanuel Macron et le gouvernement ne regarderont pas d'un air un peu trop condescendant ce qui s'est passé la journée et qu'ils prendront au sérieux les revendications qui sont portées, les malaises qui s'expriment et les envies et les besoins de modifier des choses. Je le dis, l'AFSU et l'intersyndicale qui appelle à la grève demain de la fonction publique n'appelle pas au statu quo dans la fonction publique. Elle appelle à des évolutions, mais à des évolutions discutées. Bien. Donc j'espère que le gouvernement Alors, elle vous regardera répond. ça et j'espère que ça donnera bien sûr lieu à l'ouverture de discussions pour avancer et sortir de ce blocage, sinon possible. Est-ce que vous craignez de ce point de vue le grand soir, Olivier Grégoire? Je crains pas le grand soir. Je pense que les syndicats, les 7 intersyndicales qui seront dans la rue demain sur 9, jouent un jeu. Il y a un jeu entre les syndicats, un jeu de concurrence qui relève pour le coup des syndicats. Il y a aujourd'hui l'attitude du gouvernement et des parlementaires. Et je voudrais juste pas tout mélanger. Moi, ce que je vois, c'est que normalement, d'après ce qui nous a été dit, il va y avoir du monde demain dans la rue. Mais lorsque je vous écoute, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Vous dites, il faut imposer la discussion. Vous venez de le dire. On est en discussion. Et je voudrais juste qu'on sépare, et je pense que c'est important de le rappeler, ce qui se passe demain était originellement un appel des agents de la fonction publique. Se grève dessus On l'a rappelé. les cheminots et la problématique de la réforme de la SNCF. Juste, on parle de deux choses dont les agendas ne sont pas les mêmes. La réforme de la SNCF aura lieu dans les prochains mois, pour des raisons que je vais expliquer quand on en parlera, mais en matière de développement qui viennent indispensables pour la qualité du service pour les agents de la SNCF, l'entreprise, mais aussi les usagers. Ce qui se joue aussi demain, c'est la fonction publique. Et là, on est sur un agenda plus long. Et vous le savez, puisqu'on a prévu une année de concertation, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Il y a une centaine de réunions qui sont organisées autour d'Action publique 2022. Et en fait, je pense que demain, c'est un moment important. Moi, je vais être à l'écoute, je vais regarder. La condescendance dont vous parlez n'est, à mon avis, ni à l'ordre du jour d'Emmanuel Macron, ni d'Édouard Philippe, et encore moins de parlementaires comme moi. On va être, et vous parliez de confiance en préparation de cette émission. Moi, je ne suis pas confiante sur demain. Je suis à l'écoute, je suis attentive. Je suis extrêmement attentive à ce qui va se passer, et je pense que Mais est-ce que, aujourd'hui, en clair, il peut y on avoir a un le même changement de cap, objectif. Olivier Non, mais Grégoire? on C'est ce a que le vous même demande. objectif. C'est C'est ce ça que qui est dingue. ce que vous demande Bernadette Broison. Changement de cap ou pas? Mais changement de cap, ça veut dire quoi? J'ai pas le cap. Au moment où je vous parle, le cap n'est pas écrit. Mais vous savez comme moi qu'un document d'orientation, il faut bien, pour démarrer une négo, et oui. vous le savez, poser des choses sur la table pour Donc, qu'on vous puisse avez en un cap. casser.
Non, mais pour qu'on puisse rentrer en négociation, justement, et que vous nous disiez de votre avis On l'a dit. en termes de conseils. Et alors, ça devrait porter ses fruits. pour Je suis l'instant Alors, il y a 1 an de négociations tout au long de l'année C'est 2018. pas le calendrier que nous avons. Sur la fonction publique, Ah non, c'est pas Action le cas. 2022, c'est tout au long de l'année que nous avons travaillé dessus, avec, et vous le savez, des évolutions qui arriveront en 2019. Ce que je veux juste dire, c'est que on a un objectif commun, et je salue, moi, la position des syndicats réformistes. Je pense que votre posture en est une, et j'ai lu vos propos. Je pense que Laurent Berger en a une aussi. On est d'accord sur une chose, sur la fonction publique. Les agents publics ne sont pas bien aujourd'hui. Il y a un mal-être, ça fonctionne pas. Il y a un manque de reconnaissance. Mais c'est très intéressant. Je ne vais pas être trop longue. Je veux donner un chiffre en regard pour impulser le débat. Vous avez 60% des Français qui adorent leur service public. Sondage Odoxa. Et j'en fais partie, et notamment les hôpitaux. Notamment. 60% des Français adorent leur service public. 65% des agents publics pensent que les gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est intéressant. On a des Français qui les adorent et on a des agents qui se sentent mal aimés. Qu'est-ce qui se passe là au cœur de ça? Le vrai sujet, c'est les missions, c'est les périmètres du service public. Bien. Il faut qu'on améliore les missions, qu'on donne des vraies missions qui correspondent aujourd'hui aux nécessités et que celles qui n'ont plus vocation à avoir, on les pose sur la table. C'est l'objet des échanges. Avant d'aller à l'hôpital, je voudrais avoir votre sentiment à vous, Fanny Guinochet, et à vous, Philippe Val. Est-ce que demain, ça peut être la revanche de la rue, de la protestation? Ce qui n'a pas marché à l'automne pour eux pourrait marcher cette fois. Demain, il va y avoir effectivement beaucoup de monde et ça va être un premier test social pour Emmanuel Macron parce que déjà, ça fait 10 mois qu'il est en place. Enfin, on arrive à une période où, là, même s'il a été élu, bien élu, même si on savait qu'il allait faire des réformes, maintenant, on rentre dans le dur, j'ai envie de dire. Donc, il y a des réformes qui ont été faites, mais il y a des frustrations et s'exprime. Au-delà des revendications de chaque dossier, s'exprime une lassitude, parfois un sentiment d'empathie qui n'a pas été pris à la mesure. On a le sentiment que ce gouvernement parfois manque un peu d'empathie, qui fait des réformes, qui va très vite, mais que ça ne va profiter qu'à une partie. Donc pour le gouvernement, il y a un risque. Pour Emmanuel Macron, il y a un risque. Pour Emmanuel Macron, il y a un risque. Et il y a un risque aussi sur sa méthode. Parce que vous voyez, là, c'est assez représentatif. Oui, il y a discussion, mais on voit bien, les syndicats ont le sentiment que la discussion, elle est déjà hyper cadrée, que le document d'orientation, il est hyper... Et ça marche. Ça a marché sur les ordonnances Code du travail, ça marche pour les ordonnances SNCF. On dit, oui, on va concerter, mais c'est quand même hyper cadré. Et à la fin, c'est Laurent Berger qui le disait, à la fin, le problème dans ce type de discussion, c'est qu'on sait comment on va trancher. Donc c'est un peu ça qui s'exprime aussi aujourd'hui, que ce soit pour les agents de l'hôpital, pour les agents de la SNCF, pour les enseignants, ils ont tous le sentiment que oui, on leur propose de discuter, mais que le compromis au final va être difficile parce que le gouvernement va trancher. Philippe Val, est-ce qu'il y a un risque, c'est le mot à la mode, d'agrégation des mécontentements? C'est ce que redoute Emmanuel Macron, c'est ce qu'espèrent les syndicats. Peut-être, c'est pas impossible, mais je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Il va y avoir un mouvement, il est d'ailleurs légitime, il faut que les gens s'expriment. Mais peut-être que ce qu'Emmanuel Macron a fait en étant élu, c'est qu'il a rendu un peu caduque quelque chose dans le monde politique. Déjà des personnes, des façons de s'exprimer, des choses comme ça. Il a, pour le meilleur et pour le pire, je ne juge pas, on ne fait que le constater, il a rendu un peu vieux un monde politique qui était juste la génération avant lui. Et ce qui est vieux aussi, c'est les manifestations, non, la protestation, c'est ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que peut-être que là, il y a une chance pour le monde syndical parce que il y a des choses qui paraissent tellement archaïques moi j'ai travaillé en entreprise, dans le dialogue social tellement archaïque, tellement coincé, que si simplement il pouvait y avoir cette chance pour les syndicats de donner d'eux une image quand même moderne, pugnace, défendant certes, mais moderne, pas butée comme on voit parfois avec Martinez, pour ne citer que lui, mais une position, une posture qui bloque. Il y a quelque chose en France qui est vraiment coincé avec les syndicats, dans toutes les entreprises. C'est très difficile. Et le dialogue social est compliqué. Et parce que les syndicats représentent peu, ils sont de personnes en réalité. Trop peu, bien trop peu. Et cette modernisation des syndicats, peut-être qu'elle va intervenir à l'occasion de cette crise. Allez-vous faire grève demain? Et si oui, pourquoi? C'est la question qu'on a posée à Paris, à l'hôpital Cochin, notamment du côté du local CGT, mais pas seulement. Justine Corbillon, Hélène Bonnet. Bonjour Justine Corbillon. Bonjour Marie-Zanta de la CGT Cochin. Est-ce que vous allez faire grève demain? Oui, pour réclamer qu'on nous redonne ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on nous enlève le jour de carence qu'on nous a mis,
qu'on arrête de nous geler le point d'indice. On a déjà perdu 14% de pouvoir d'achat en quelques années. Quand on dit qu'il y a des travailleurs pauvres dans la fonction publique, il y en a plus qu'ailleurs. Hein, des travailleurs. Alors justement, le but du gouvernement, c'est sans doute à un moment donné d'aligner public et privé pour rééquilibrer des choses. Parce que dans le privé aussi, l'an dernier, ils n'ont pas été augmentés non plus. Alors pourquoi on ne gèlerait pas le point d'indice des fonctionnaires? Pourquoi? Parce qu'on a déjà été gelé pendant plus de 10 ans. Il n'a pas été augmenté 2 fois sous Hollande? Alors, sous Hollande, il a été augmenté une fois. Ça nous a fait à 0,5 d'augmentation. Ça fait 4 € sur la fiche de paye. Vous appelez ça une augmentation? Vous, Marie-Claude, vous êtes aide-soignante. C'est quoi votre quotidien? Alors, notre quotidien, c'est recevoir les patients, les familles. On court tout le temps. Réduction de personnel. Et les personnels, même si le personnel est malade, il y en a un collègue qui est malade, le plus souvent n'est pas remplacé. On doit faire avec. La retraite, on n'aura pas. La retraite, moi, je pars avec une retraite de 800 €. Mais comment c'est possible? Elle n'est pas calculée sur les 6 derniers mois de salaire? Non, mais on n'a pas de salaire, c'est que des primes. Les primes, Le salaire est trop faible aujourd'hui. le salaire est faible. 1200 € après 18 ans? Oui, on a un salaire très faible. Je vous donne la fiche de paie. Regardez. 600 € à mi-temps. 600 € à mi-temps. Donc, c'est fait 1200 €. Vous voyez qu'on ne vous ment pas. Et que là, il tape fort, hein, le gouvernement. Il enlève tout d'un seul coup. Hein. Parce qu'après la SNCF, le statut, c'est nous. Hein. C'est le statut de tous les fonctionnaires. Hein. Après la SNCF, et on le sait. Hein. Avec notamment cette idée qu'il ne peut plus y avoir des emplois à vie, c'est ça l'idée d'Emmanuel Macron? Voilà. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est l'emploi à vie, c'est fini. Sauf que comment voulez-vous qu'un homme de 50 ans ou une femme de 50 ans retourne en formation pour apprendre de l'informatique? Alors c'est ça, il va lancer un grand plan de formation en parallèle pour essayer de plus de mobilité dans le travail. Oui, mais la mobilité dans le travail, moi, c'est des paroles. C'est des paroles. Dans les actes, on ne pourra pas. Alors il n'y a pas que les hôpitaux, il y a d'autres fonctionnaires en grève demain. Vous pensez que ça peut être une grosse journée test pour le président? Oui. Je pense que demain ce sera suivi. Hein. Moi, personnellement, j'aimerais. On a tout fait pour monter le public, le privé contre le public. En nous traitant de nantis, en nous traitant de tout ça. Alors moi, je vais vous dire, si être nanti, si arriver en fin de carrière à 1600 € par mois, au bout de 40 ans, moi, je veux bien qu'on nous appelle des nantis. Fanny Guinochet, on était à la CGT. Vous dites dans votre article, c'est pas seulement un test pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, c'est un test pour la CGT parce que se joue sur ce conflit-là la ligne Martinez. C'est quoi la ligne Martinez? On la cherche. Si vous la connaissez vraiment, vous me dites. Mais en tout cas, on a une petite intuition. On a une intuition. Voilà, c'est qu'effectivement. Non. Alors on va parler de ce tract qui a été trouvé, mais est-ce que c'est pas une ligne politique? Voilà. Il tient sa maison, essaye de le tenir. Il n'a pas été très bien élu. Il faut se souvenir qu'il vient après Bernard Thibault, qui a un peu raté sa sortie parce qu'il y a eu un épisode avec Thierry Lepan, enfin un héritage un peu qui a été innocenté, mais je dis un épisode où la suite n'était pas préparée. Voilà, donc ça a donné lieu à des tensions au sein de la CGT, qui est le premier syndicat encore dans le public. Et c'est vrai que Philippe Martinez, ça a été le plus petit dénominateur commun. Et que jusqu'à présent, il a plutôt fait œuvre. C'est toujours plus facile d'être le petit dénominateur commun en agrégeant. Je vous résume vous-même, Fanny Guinochet, parce que vous dites dans l'article, en gros, on a un Philippe Martinez qui cherche un conflit global, un conflit politique pour faire marquer au gouvernement un coup d'arrêt sur tous les gros dossiers. Et puis il a face à lui des fédérations, SNCF, commerce, ailleurs, qui disent nous, c'est plutôt nos intérêts propres, obtenir du grain à moudre plutôt que le grand conflit. C'est ça un peu le clivage? Parce qu'effectivement, la difficulté de Philippe Martinez, c'est que la CGT est passée avec lui très à gauche et qu'il a plus la volonté de réunir en faisant des grandes lignes un peu politiques, d'être le premier opposant à Emmanuel Macron. Olivier Grégoire, vous avez le sentiment que se joue aujourd'hui, enfin demain plutôt, la bataille pour être le premier opposant à Emmanuel Macron? Très clairement, c'était le sens de ma réponse à la première question. Je pense que c'est autant une bataille entre syndicats et en termes de leadership syndical qu'une bataille contre les mesures des gouvernements, ce que je n'oublie pas non plus. Mais je pense qu'effectivement, la position de Philippe Martinez est une position difficile et que c'est autant son match dans la CGT que le match face au gouvernement. Je vois aussi, parce qu'on se pose toujours en s'opposant, il y a aussi la ligne Berger d'un syndicalisme peut-être plus réformiste avec des objectifs qui sont des objectifs de résultats. Vous savez, j'ai échangé avec lui la semaine dernière, il disait, vous savez, pour vous répondre, et j'adhère, donc j'avoue, il dit une concertation, une négociation, c'est quand le point d'arrivée n'est pas exactement le même que le point de départ. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Et je demande juste le temps de la concertation. Nous, on va regarder ce qui se passe demain. Je vais regarder avec beaucoup d'attention et beaucoup d'écoute. Tenir, et je veux le dire, sur nos réformes, c'est pas ne pas écouter. Bernadette Groison, est-ce que vous avez le sentiment aussi que se joue demain cette bataille interne
aux syndicats et pour la ligne qui va dominer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu l'otage de ça? Non, enfin, moi, je ne me sens pas l'otage de cela. Alors, je ne me prononcerai pas sur les analyses là qui sont faites et que je laisse aux journalistes. Non, enfin, pour nous, demain, le 22, c'est pas ça. Je ne dis pas qu'il y aura... Pour vous, la qu'il y a FSU, pas- c'est sûr. Non, mais c'est pas ça. Même, en tout cas, dans le message qui est envoyé demain, il y a des problèmes. Parce que je crois aussi qu'il faut que l'on regarde un peu les sujets tels qu'ils se posent et pas uniquement à travers des analyses de stratégie, de boutique interne, de ce qui peut se passer dans une organisation. Ça compte pas, ça compte pas. Même si c'est important et que ça compte et que le syndicalisme ne va pas forcément bien aujourd'hui et que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'organisations syndicales qui aillent bien aujourd'hui. Y compris, je pense un peu comme les partis politiques. Un peu comme les partis politiques. Et je crois qu'il faut faire très attention parce que je crois qu'une société qui n'a plus ses corps intermédiaires, qui ne soigne pas bien ses partis politiques, qui ne soigne pas bien son mouvement syndical, est une société qui est en baisse de démocratie. Et nous avons besoin de cette démocratie sociale que sont les organisations syndicales. Alors, c'est à nous aussi, mouvement syndical, de faire un peu preuve d'intelligence. Moi, je trouve toujours qu'on ne se parle pas assez dans ce mouvement syndical français. Je pense, par exemple, qu'on a un problème de dialogue social dans le pays. Je pense que le dialogue social dans ce pays est regardé comme un problème au lieu d'être regardé comme une chance pour faire les transformations intelligentes qu'il y a à faire. Et vous venez de le dire. Et je le redis, ce qui dans la fonction publique ne va pas, au-delà de la question du pouvoir d'achat, où on a quand même obtenu l'avancée du rendez-vous salarial et où maintenant, demain, moi je demande au gouvernement de commencer de nous dire sur quoi on va pouvoir discuter au mois de juin. Mais sur la question du statut et de l'avenir de la fonction publique, on rate un débat avec le pays sur l'avenir des services publics, y compris sur la question que vous posiez, quel besoin, quel périmètre. Je regrette, Action publique 2022, au dire même de France Stratégie ou de tous les experts qui y ont travaillé, n'est pas un grand succès, parce que la consultation n'est pas excellente. Et je suis au regret de vous le dire, Édouard Philippe a déjà donné la feuille de route de là où il veut arriver à l'issue des discussions concernant le statut. Ce n'est pas une bonne méthode de dialogue social. Olivier Grégoire. Le dialogue social, pour qu'il fonctionne, il faut que toutes les parties puissent retrouver sur la table les sujets dont elles veulent parler. Nous, on ne remet pas en cause la légitimité Sans a priori du gouvernement qui, à un moment, va arbitrer. Mais il faut que ce dialogue social existe. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas bien. Et on a compris votre divergence là-dessus. Demain, sur ce sujet, on a compris votre divergence. On n'ouvre pas de réelles discussions sur l'avenir de la fonction publique et du sort qui va être fait aux agents. Ça continuera. On entretient du coup le conflit. Alors, et c'est que les syndicats ne servent qu'à cela. On ne peut pas parler d'écoute et pas se l'appliquer à soi-même. Donc, c'est pas j'entends et j'écoute. Je suis persuadée que l'objectif final, on le partage. Vous avez dit moins de services publics. C'est pas l'objectif du gouvernement. C'est mieux de services publics. C'est comme ce qui est écrit dans la. C'est pas moins de services publics. Dans la lettre d'Édouard Philippe du mois de septembre. Oui, mais pour le coup, je l'ai pas écrite et il vous a pas échappé que je suis parlementaire et que je ne suis pas au cabinet du Premier ministre. Vous avez un petit lien quand même. Mais d'accord, mais on a aussi, on nous a critiqué pour être des godillots et des machins. On a aussi le droit d'exprimer nos points de vue. Donc moi, je suis à l'écoute et pas de condescendance. Mieux de services publics. Vous voyez, 120 000. On nous les sert matin, midi et soir. 120 000 fonctionnaires de moins en 5 ans. 50 000 dans la fonction publique nationale, 70 000 dans la fonction publique territoriale. Donc déjà, il faut un peu rappeler les choses. Il ne s'agit pas de casser le service public. Et au moment où je vous parle, en quelques mois, on a déjà créé pour le coup 3 000 postes de fonction publique nationale en matière de justice, à l'intérieur. Donc on n'est pas dans une approche budgétaire. Vous êtes en train de nous dire que les 120 000, c'est à prendre avec... Mais c'est pas ça, c'est qu'il faut expliquer. Hypothétique. Non, il faut expliquer les choses. C'est-à-dire quand on dit 120 000, comme ça peut paraître un massif, oui. etc. Et ce sera massif dans les services. Mais sur 5 ans, 50 000, ça fait 10 000 de moins par an. On ne s'est toujours pas remis des 80 000 suppressions d'emplois de Nicolas Sarkozy, Éducation nationale. Bah oui, alors ça c'est pareil, c'est normal. Eh ben oui, on paye les additions des... Je reviens sur le climat. Je reviens sur le climat. Même pas épongé ça que vous en... Je reviens sur le climat. Dans quel climat va se dérouler cette journée de demain ? C'est le journal Le Parisien qui sort ce matin ce mail interne adressé par la fédération CGT à ses adhérents ou à ses sympathisants. La désorganisation du travail devra se faire également sur les jours ouvrés. Mais je ne vous en dis pas plus sur ce mail. Je pense que vous avez compris où l'on veut en venir. C'est lourd de sous-entendu. J'explique un peu pour ceux qui ne comprennent pas forcément. La grève perlée, c'est 2 jours sur 5 jours. Mais on sait qu'après 2 jours de grève, c'est compliqué de remettre la machine exactement à l'endroit. Donc ce mail semble insinuer que le 3e jour, il ne s'agira pas de remettre tout le monde au travail et l'entreprise complètement d'équerre et qu'il pourra y avoir une réorganisation. Écoutez Guillaume Pépi qui a réagi après la publication de ce mail.
Il est en colère, le patron de la SNCF. Quand on dit « je ne vous en dis pas plus sur ce mail », c'est qu'on s'apprête à faire des actions qui ne sont pas légales. Moi, je crois que l'auteur de ce mail doit s'expliquer. Parce que moi, je suis extrêmement choqué et je pense que les autres cheminots, l'immense majorité des cheminots comme moi, ne se reconnaissent pas dans ces menaces. C'est comme si, au fond, on préméditait une grève qui serait une grève low cost pour les salariés et gêne maximum pour les usagers. Ça vous choque vous aussi, Philippe Bas? Ah mais oui, c'est précisément ce dont j'essayais de parler tout à l'heure. C'est du syndicalisme à l'ancienne, c'est un syndicalisme du temps de Germinal, c'est-à-dire qu'on fait du sabotage, si vous voulez. Comme si on était en face d'un capitalisme sauvage qui broie les gens et la santé. On n'en est pas là. Je ne dis pas que la société est juste, et il faut toujours la rendre plus juste. Mais voilà un exemple d'esprit de syndicalisme qui fait que les choses ont énormément de mal à avancer. Ça, c'est très symptomatique de la CGT, notamment. Ça vous choque aussi, Bernadette Grondon? De certains départements de la CGT, en tous les cas. Moi, vous savez, c'est délicat peut-être de vous exprimer là-dessus. Non, mais c'est délicat évidemment, puisque on n'a pas forcément tous les tenants aboutissants et on a ce mail et moi, ce que je crois, c'est que c'est très révélateur d'un climat. Je ne dis pas je cautionne ou je cautionne pas. Je dis c'est très révélateur d'un climat où il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus de confiance... Ça s'appelle de la déloyauté, ça. Oui, mais quand il n'y a plus de confiance, ni envers son entreprise, et peut-être aussi envers les organisations qui organisent les mouvements, parce qu'il peut y avoir un peu ça aussi, vous comprenez? C'est que vous avez Donc c'est justifiable? Non, je ne dis pas que c'est justifiable. Je dis juste qu'à un moment, il y a une organisation de mobilisation qui est prévue, et que certains peuvent aussi sortir ou vouloir sortir de ce cadre d'organisation et qu'il faut faire très attention à ce qu'on renvoie de l'image des syndicats qui ne sont pas forcément non plus responsables, enfin à qui on ne peut pas forcément prêter ses intentions. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas, par un mail, dire on va rendre responsable telle organisation qui, tout de suite, serait dans une radicalité. C'est peut-être pas le cas et la volonté de cette organisation. Et je dis, c'est révélateur aujourd'hui d'un climat très mauvais et de défiance envers un petit peu tout le monde. Même les patrons de centrales ont du mal à gérer ce qui se passe dans les syndicats des services publics parfois. Ça, je le sais. Mais ça aussi, c'est pas normal. Ils n'arrivent pas à contrôler. Même dans le privé. Mais au-delà de ce mail, pourquoi une grève perlée? Cette grève, elle n'est pas venue par hasard. C'est justement pour essayer de faire l'unité. Pour que ceux de Sud, le syndicat Sud qui est le plus revendicatif, le plus dur, qui voulait une grève très dure, soit contenté et que la CFDT, qui est plutôt dans la négociation, dans la discussion, soit aussi là. Cette grève perlée qui est inhabituelle, effectivement, d'habitude c'est une grève franche, c'est tel jour. Là c'est une grève, vous l'avez rappelé, sur plusieurs mois, qui va gêner le trafic, qui va gêner les usagers, qui est censé effectivement coûter le moins cher aux cheminots qui font grève, parce qu'il faut le dire, la politique de la SNCF a aussi changé de ce point de vue-là. En 95, certains jours de grève étaient payés, on s'arrangeait sur les RTT. Là, ceux qui feront grève, ça sera défalqué de leur salaire. Mais ce mouvement perlé, il traduit l'unité syndicale. Alors la question, c'est est-ce qu'elle va suivre, surtout après, si certains sabotent l'unité en disant, en fait, c'était pas ce qu'on... ou pas. C'est un vrai sujet. Olivier Grégoire, c'est la conséquence d'un mauvais climat social, ce mail, cette méthode? Non, c'est la posture de M. Martinez et de la CGT et d'un certain nombre d'antennes. Autant j'étais souple et à l'écoute sur la première partie, autant la teneur pour le coup des mots et du mail, la demande de désorganisation en lettres majuscules, laisser des rames, abandon et des machins, ça je trouve ça extrêmement grave. Et je vais être un peu précise, je trouve ça extrêmement grave parce que, et vous venez de le dire, Fanny Guinochet, l'objectif d'une grève perlée, d'abord c'est un objectif interne, que ça coûte pas trop cher, qu'ils s'en sortent et qu'ils puissent tenir longtemps, donc c'est très tourné vers soi, peu importe les usagers, c'est quand même la dernière roue du sujet. Deuxièmement, vous l'avez dit, perlée pourquoi? Pour tenter l'unité syndicale. Donc en fait, il y a un match dans le match. En gros, le match, et là je vais être clair, je pense que c'est une forte instrumentalisation pour pas dire plus, le match dans le match, c'est faut qu'on gagne et faut qu'on agrège, grâce au collier de perles, le front syndical. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà des 4,5 millions de Français qui galèrent tous les jours en prenant le train, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un mois et demi, jusqu'au temps où le texte va arriver au Parlement,
comment vont faire les gens? Comment vont faire les Français? Tous les jours, je suis sur vos plateaux à me battre sur le pouvoir d'achat pour expliquer ce qu'on fait. On y croit et que moi, j'y crois. Tous les jours, j'en suis à expliquer que pour 15 euros, pour 10 euros, oui, c'est peut-être pas beaucoup, mais qu'au final, ça va faire quelque chose que le pouvoir d'achat, on bosse. Qu'est-ce que ça va être là? Pour garder les enfants, pour aller bosser. En même temps, c'est le principe de la grève, Olivier Grégoire. Comment on va faire une grève perlée, si vous voulez? Comment on va faire? Combien de temps ça va durer? Et les gens qui vont travailler, du moins qui vont essayer de travailler, qui peuvent d'ailleurs pour certains au début comprendre la manifestation de demain, j'imagine qu'il y a un certain nombre de gens qui le comprennent, mais ça risque même, si ça dure trop, d'opposer quelque part. Non, mais dans quel sens ça va? Tous les jours, on nous parle. Et les Il ne faut pas syndicalistes renverser en les premier. rôles non plus, dit Bernadette Groison. Mais non, C'est parce quoi que, non, mais parce que moi j'entends les excès, les phénomènes de radicalité, etc., qui sont effectivement, bon, on ne refait pas le petit débat qu'on a eu, hein, pas forcément contrôlé, etc. Bon, ça c'est une chose. Moi je pense qu'il y a un climat social et qui ne date pas de ces 15 jours-là, hein, qui se délite en France, qui n'est pas très bon et qui du coup permet aussi de laisser monter un certain nombre de choses qui sont pas forcément, qui peuvent polluer, y compris parfois les revendications ou les mouvements. Voilà, bon ça c'est une chose. Mais attention, je vous entends tenir ce discours un petit peu culpabilisant. C'est pas culpabilisant. Mais c'est que tous les jours, je me bats, moi, sur les 136 € de page d'aide aux femmes seules. Mais moi, vous savez, ils vont faire comment, les nanas, oui, pour aller bosser? mais vous savez, moi, je suis enseignante, je suis syndicaliste, et les parents dont les écoles vont être fermées, je les comprends. Et je peux vous dire que c'est pas avec beaucoup de joie que je vais faire grève demain. Mais je me bats aussi pour mon pouvoir d'achat, que vous avez gelé par ailleurs. Donc, à un moment, il ne faut pas renverser les rôles. Qui est gelé depuis un certain nombre d'années, c'est pareil. Non, il y a des additions, il a été gelé depuis 2010, dégelé en 2014 et regelé par l'arrivée de votre gouvernement. Bon, donc moi je me bats pour ça demain. Donc ne renversons pas les rôles. S'il y a des mobilisations, des manifestations et de la contestation, c'est parce qu'il y a un désaccord avec les propositions et la politique gouvernementale. Menons un bon dialogue social. Si demain soir Emmanuel Macron dit il y a un sujet, on a entendu de désaccord. J'arrête la réforme de la SNCF, j'arrête la réforme de la fonction publique. Non. Alors tout le monde rentre chez soi. Mais je pense que ça déjà. Je discute déjà et je vous entends et je vous écoute. Vous savez, moi je peux vous dire une chose, hein, Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé, il a reçu beaucoup d'organisations syndicales. Il a par exemple pas pris soin de recevoir, et au-delà des organisations syndicales, et c'est très bien qu'un président reçoive beaucoup de monde à l'Élysée, il n'a jamais demandé à voir par exemple les organisations de la fonction publique avant de commencer cette réforme. Il peut par exemple commencer par dire, entendons-nous, écoutons-nous, et faisons une pause et menons du dialogue social. Déjà Olivier Grégoire. Déjà ça. Vous disiez il y a un instant, comment vont faire les gens? Eh bien, c'est la question du service minimum qui se trouve reposée. Et je vous propose d'écouter la présidente de la région Île-de-France. La région Île-de-France, avec les transports publics, elle sera en première ligne dès demain. Écoutez ce que disait Valérie Pécresse ce matin. Moi, je le dis, cette grève, elle est particulièrement inhumaine parce qu'elle va se dérouler 2 jours par semaine pendant potentiellement 3 mois. Donc, elle va mettre dans la galère des millions de Français. Et moi, ce que j'ai dit à la SNCF, c'est que j'exige du gouvernement et de la SNCF que le service minimum soit assuré. En Ile-de-France, c'est 1 train sur 3 qui circule. Et si ce service minimum n'est pas assuré, j'exigerai le remboursement des titres de transport aux voyageurs. Bon, le service minimum, théoriquement, il existe. Mais dans quelle mesure exactement? 3 questions sur le service minimum et ce qu'il implique avec Alexandre Guetta et Nicolas Bergot. Le service minimum oblige-t-il la SNCF à faire rouler un nombre minimum de trains? Non. La loi de 2007 impose à la SNCF de fournir un service garanti sans aucune obligation chiffrée. Cette loi stipule que le service minimum doit permettre aux usagers de pouvoir se déplacer malgré les grèves. C'est donc la SNCF elle-même qui définit ce qu'est le service minimum et n'a aucune obligation de faire rouler un nombre précis de trains durant les jours de grève. La SNCF peut-elle obliger des grévistes à travailler pour assurer le service minimum? Là encore, c'est non. Elle a interdiction de réquisitionner des agents grévistes. Elle impose en revanche aux salariés de déclarer au moins 48 heures à l'avance leur intention de faire grève. Objectif, permettre à l'entreprise de réorganiser le trafic et d'affréter un maximum de trains aux heures de pointe afin de limiter l'impact sur les usagers. Un salarié qui ne se déclare pas 48 heures avant la grève est passible d'une sanction disciplinaire. La région Île-de-France est-elle un cas particulier? Oui, car la région Île-de-France concentre à elle seule plus de 50% du trafic national de voyageurs. Dans cette région,
la SNCF a obligation d'assurer un ratio de trains disponibles entre 33 et 60% du trafic selon l'ampleur du conflit. Demain, la SNCF devra s'assurer qu'au minimum un train sur 3 est opérationnel pendant les heures de pointe. Dans le cas contraire, elle devra rembourser les usagers pénalisés. D'un mot, Olivier Grégoire, il faut renforcer le service minimum. Oui, oui. Ça, c'est une évidence. Il faut aussi trouver des moyens. Ça va être la débrouille, hein, on ne va pas se mentir demain. Et je crois que la SNCF, a commencé par eux, l'ont compris. Ils mettent en place, autant qu'ils le peuvent, un dispositif d'information, une application de covoiturage ou autre. Il va falloir trouver un moyen, un plan B, comme disent certains, pour pouvoir se déplacer. Et grâce à la grève perlée, ça risque de durer assez longtemps. J'espère juste que, notamment au sein des écoles et du milieu hospitalier, mais je ne suis pas très inquiète, connaissant leur conscience et leur responsabilité, il y aura quand même un service minimum. Priorité à l'actualité, pardonnez-nous, on va aller tout de suite du côté de Nanterre parce qu'il se passe des choses là-bas. La garde à vue de Nicolas Sarkozy est en train de toucher à sa fin, semble-t-il. On va découvrir l'image en direct de Nanterre où l'ex-président de la République devrait bientôt quitter les locaux et se rendre devant le juge en vue d'une mise en examen. C'est ce qu'indique à l'instant une dépêche Reuters. Christophe Jacubizine, vous nous rejoignez. Fin de la garde à vue qui avait commencé hier matin. Christophe, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Non, ce qu'on sait, c'est que les juges, ce sont les juges qui vont aller en fait à Nanterre pour rencontrer Nicolas Sarkozy et peut-être, c'est ce que dit Reuters, signifier sa mise en examen. Si c'était le cas, ça serait la troisième mise en examen active pour Nicolas Sarkozy, puisqu'il est déjà mis en examen sur les comptes de campagne de 2012. Hein, la justice enquête sur les dépassements des comptes de campagne. Il est également mis en examen sur l'affaire des écoutes, la fameuse affaire Paul Bismuth, où il avait essayé d'avoir des informations auprès d'un magistrat de la Cour de cassation. Donc voilà, ça serait, si ce que dit Reuters à l'instant se confirmait, ça serait une nouvelle mise en examen pour l'ancien président. Ça se passerait là-bas, donc dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Sans doute une mise en examen de Nicolas Sarkozy. Olivier Grégoire, vous êtes venu nous parler d'un tout autre sujet, mais vous êtes une voix qui compte dans la majorité. Et je ne peux que vous demander un commentaire sur cette fin de garde à vue et cette probable mise en examen. Vous allez être déçus. Je suis venu parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je vais suivre de près. Et je vous l'ai dit, qu'est le dialogue social. C'est fini le temps où je commentais. Pour le coup, là, notamment, une décision, en tout cas un processus judiciaire. Si c'était le cas, effectivement, la troisième mise en examen, ça commence à peser. Mais après, vous savez, je suis la justice fait son travail. Oui. La justice fait son travail et, comment dire, dans l'opinion publique, ça n'est pas rien non plus qu'un Nicolas Sarkozy, d'un point de vue symbolique, n'est pas injusticiable comme les autres. Mais je ne crois pas que le temps de la polémique, j'ai lu le tweet de Ségolène Royal là, sur l'ordre juste. Bon. Je ne suis pas sûr que dans le climat social dont nous parlions aujourd'hui, attiser les flammes et aller parler d'un ordre de justice différent selon que tu es faible ou puissant soit ce qu'il y a de plus pertinent dans la société française actuelle. Voilà. Mais ce que Ségolène disait dans son tweet, Olivia, c'est que... ordre juste. Oui, mais parce que ce qu'elle disait, c'est que si Nicolas Sarkozy avait eu plus d'argent qu'elle dans la campagne de 2007, c'était injuste parce qu'il avait peut-être gagné, parce qu'il avait plus de moyens qu'elle. C'est ce qu'elle voulait dire. Je suis pas sûr que l'argent, pour avoir vécu des campagnes depuis quelques années, soit le seul vecteur. Et j'ose espérer qu'il y a aussi les idées, le programme et les hommes et les femmes. Donc je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que l'argent qui ait fait gagner Nicolas Sarkozy. Après, c'est vrai que je ne suis pas sûr que ce soit le moment d'attiser les flammes sur ces sujets. On est dans une société qui est un peu tendue quand même, donc, et notamment au plan de la justice. Donc laissons la justice faire son boulot. Laissons la justice faire son travail. Puis un gardé à vue, il est présumé innocent. Un mise en examen, il est aussi présumé innocent. Cela va de soi. C'est un moyen... ça a été dit tout à l'heure, notamment par Evelyne Sirmarin, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris. C'est un moyen aussi pour lui d'accéder au dossier et pour ses avocats d'accéder au dossier, d'avoir connaissance des pièces. On dit que c'est un dossier tentaculaire. Ça fait 2013-2018, ça fait quasiment 5 ans que ce dossier a été ouvert, que l'enquête a commencé. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup d'auditions. Même si tous les protagonistes n'ont pas pu être entendus par la justice à l'heure qu'il est. Donc il aura connaissance du dossier. Oui, Philippe Val ? Non, je pense qu'effectivement, ces avocats vont pouvoir travailler sur autre chose que sur des rumeurs de presse.
Et puis il faut rappeler que lors d'une autre mise en examen de l'ancien président, l'affaire Bettencourt, ça avait débouché sur un non-lieu. Donc mise en examen ne veut pas dire du tout condamnation, mais c'est accession au dossier. Accession au dossier. Et puis, l'a dit, le problème c'est qu'on parle souvent beaucoup plus des mises en examen que des non-lieux. Donc il y a souvent un déséquilibre. Mais... Voilà, on va rappeler quelques faits. Cette garde à vue, elle a commencé hier à 8h du matin. Elle a été révélée quasiment immédiatement. Elle porte sur des soupçons de financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye où le colonel Kadhafi était alors au pouvoir. À l'appui de ces accusations, il y a des témoignages. On a tout à l'heure entendu Ziad Takieddine, qui est un intermédiaire et qui a témoigné en ce sens. Il y aurait aussi les carnets d'un ex-ministre du pétrole du colonel Kadhafi, qui est aujourd'hui décédé. Mais ce ne sont bien entendu que des pièces au dossier, un dossier que nous ne connaissons pas. Nicolas Sarkozy, il a déjà été mis en examen, il a été blanchi ensuite. C'était le cas notamment, je crois, dans l'affaire Bettencourt. Donc ça ne préjuge en rien, bien sûr. Mais Nicolas Sarkozy, il faut le rappeler, même si il n'est pas aujourd'hui une figure politique active au sens propre du terme, il exerce toujours une influence déterminante sur la droite. On l'a vu encore la semaine dernière, il a reçu successivement Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, il s'est rendu à une remise de décoration à Roubaix en présence du ministre Gérald Darmanin. Donc voilà, il a là une sorte de stature un peu du commandeur à droite, et c'est difficile de se brouiller avec Nicolas Sarkozy quand on prétend, comme le Laurent Wauquiez par exemple, prendre la relève. Mais pour faire le lien avec le sujet de départ, c'est à la veille d'une mobilisation assez massive qui dénote d'une société où on a du mal à se faire confiance, ça jette, quelle que soit l'issue mais toutes ces affaires jettent le sentiment de défiance, d'espace entre ceux qui travaillent au quotidien, et puis les élites. Et dans les élites, souvent, il y a aussi les syndicats. Et c'est vrai que là, on parle de financement de partis politiques, enfin de campagne politique. Mais souvenez-vous, les histoires de financement des syndicats, même financement du patronat. Il y avait des mutuelles étudiantes. Il y avait la mutuelle étudiante. On a l'impression qu'on n'en sort jamais dans ce pays, alors qu'à chaque fois, on nous dit on a réformé, et puis il y a quand même des choses qui ressortent du côté de la justice. Donc quelles que soient les affaires, parce que je suis pas sûre que les Français suivent au jour le jour le feuilleton quotidien. Non, mais pour un ancien président de la République, c'est vrai qu'il y a un émoi forcément. Mais du coup, il y a un émoi, et un émoi d'autant plus fort que je pense que ça va pas améliorer la société de défiance qui ressort dans tous les sondages d'opinion. Dans tous les sondages d'opinion, il y a cette défiance dans laquelle les médias sont entraînés, enfin les journalistes. Trop facilement pour vous, Philippe Val ? C'est comme les syndicats. Si on fait des généralités sur les journalistes et sur les syndicats et sur les hommes politiques, il n'y a plus de démocratie, vraiment. On pense qu'il y a un complot de ces gens-là contre le peuple et c'est foutu. Et on se retrouve avec Poutine ou avec Erdogan. Donc c'est pas très souhaitable. Il vaut mieux qu'on essaye de se faire un peu confiance. Olivier Grégoire, c'est un mot. C'est fort de ce constat que notre obsession a été le rétablissement de la confiance. Ça a été parmi les premiers textes qu'on a portés. Et ce sera aussi dans l'exemplarité, dans la façon dont on mène le mandat, aussi bien parlementaire qu'élu, que le gouvernement, que le président. Ça prendra du temps, vous l'avez expliqué, les erreurs datent depuis longtemps, donc ça prendra du temps. Mais moi j'ai bon espoir, parce que je suis optimiste, qu'on arrive à passer de cette défiance problématique à un peu plus de confiance, et je pense que ça passe en priorité par notre exemplarité. Fin de garde à vue pour Nicolas Sarkozy, vous vouliez ajouter un mot ? Juste parce que je trouve qu'à travers cet épisode, il y a effectivement cette perte de confiance et cette distanciation entre les citoyens et la politique au sens large du terme, qui à mon avis est grave pour la démocratie. Et en même temps, on peut se dire qu'on a une justice aussi qui fait son travail et qui fonctionne, et que dans une démocratie, c'est bien aussi, y compris un ancien président, il passe par la justice, et je crois qu'il faut quand même le noter aussi. C'est pas le Merci à vous cinq. Merci à vous cinq. Fin de garde à vue pour Nicolas Sarkozy et possible mise en examen au sein même des locaux où, nous dit-on, les juges seraient sur place. Les juges seraient là-bas pour une mise en examen possible. On en parle tout de suite et on parle du rapport entre justice et politique.